Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro du Samedi Politique de l'année. L'occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux, mais aussi l'occasion de revenir sur la crise des Gilets jaunes. Vous l'avez vu sur tous les plateaux TV, elle est d'une des principales figures de proue des Gilets jaunes, porte-parole du mouvement dans le Val d'Oise. Je reçois aujourd'hui Laetitia De Waal. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Alors pour commencer, tout simplement, on va commencer par le début. Est-ce que l'on peut revenir au début, les raisons de la colère des Gilets jaunes ? Bien sûr. Alors le mouvement a été lancé simultanément par Monsieur Drouet lors d'un live et par la pétition de Mademoiselle Ludowski concernant justement cette hausse du prix du carburant. Cette hausse du prix du carburant jugée injuste, en fait, a cristallisé toutes les revendications de toutes ces classes qu'on met dites laborieuses, mais également les classes moyennes qui sont accablées de partout de taxes. Et ça a rassemblé en fait toutes ces personnes qui attendaient le coup d'envoi pour aller manifester, pour dire non, on en a assez, on existe, nous sommes citoyens, nous devons être au cœur du problème et non pas les subir, et on veut reprendre le pouvoir sur nos vies. Alors jusqu'ici, on avait vu que les manifestations parisiennes étaient surtout fréquentées par les Parisiens, ou du moins par les voisins de la grande métropole d'Île-de-France. Ce mouvement des Gilets jaunes a initié une mobilisation en province, dans les zones périphériques qu'on appelle, si on voulait reprendre un peu les termes de Christophe Guilluy. Comment vous expliquez ça ? Alors moi je dirais que déjà le 17 novembre, quand tout a commencé, c'était en région. Moi, la première, j'ai fait ma manifestation dans le Val d'Oise. Ce qui était justement très intéressant de par cette mobilisation, c'est qu'on n'avait pas besoin de monter spécialement à la capitale pour se faire entendre, contrairement aux autres mobilisations sociales qu'il y avait pu avoir. Ensuite, les régions se sont davantage coordonnées pour monter sur Paris, et suite aux actes 2 et 3, ont décidé de rester chez eux, donc dans leur grande ville, et ont très bien fait, puisque de ce fait-là, le mouvement, on voit bien, a une ampleur nationale et n'est pas concentré que sur la capitale. Alors on va voir que plusieurs actes des Gilets jaunes se sont déroulés, plus ou moins bien, et on va voir que dans un premier temps, l'attitude du gouvernement était tout simplement « on maintient le cap ». Le cap que nous avons fixé, nous allons le tenir. Il m'appartiendra de prendre des décisions supplémentaires dans les semaines, les mois qui viennent, mais elles ne seront jamais des reculs. Notre politique, c'est pas de faire des coups de pouce au SMIC, notre politique, c'est de faire en sorte que le travail paye. Il n'y aura pas un coup de pouce supplémentaire. Rien de plus. Non ? Alors quand vous entendez le gouvernement, qui visiblement ne veut rien changer, ne veut pas vous entendre, quelle est la réaction des Gilets jaunes à ce moment-là ? La réaction, c'est que nous aussi, nous maintenons le cap, et nous ne voulons pas changer non plus. Donc le gouvernement a été, il paraît, élu par le peuple, et donc doit se plier à la volonté du peuple, et le peuple est actuellement dans la rue, donc il va falloir effectivement qu'il change de cap, ou tout du moins qu'il laisse une part beaucoup plus importante aux citoyens dans les décisions qui sont prises pour les citoyens. Alors après l'acte 5, c'était le 10 décembre, Emmanuel Macron a choisi de parler aux Français. Il a annoncé plusieurs mesures, on va les réécouter. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charges dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charges. Alors retrait de la hausse de CSG pour une partie des retraités, augmentation du SMIC, pourquoi les Gilets jaunes ne se sont pas satisfaits de ces annonces ?
Parce qu'on savait que derrière ça, il y avait juste une manœuvre politique. Quand on a creusé un petit peu sur justement sur la CSG, on s'est aperçu que c'est 2 000 € pour un retraité seul, mais qu'à partir du moment où on parlait en foyer fiscal, on n'était plus du tout sur la base des 2 000 €. Quand il s'agit de la rehausse du SMIC, M. Macron parle de salaire. Le salaire, c'est le revenu du travailleur. Ce n'est pas le SMIC qui va être revalorisé, mais la prime d'activité est revalorisée de 100 € au total pour un SMICard seul. À partir du moment où, pareil, il y a un foyer fiscal, il n'y a plus du tout de 100 €. Les heures supplémentaires désocialisées et défiscalisées, ça veut dire aussi qu'elles ne comptent pas dans le calcul de la retraite. Donc en soi, c'est un gain supplémentaire, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire, mais à long terme, C'est un pouvoir d'achat supplémentaire pour ceux qui peuvent faire des heures supplémentaires. Pour ceux qui peuvent faire exactement, tout le monde n'est pas forcément sujet à faire des heures supplémentaires. Certains employeurs ne veulent pas en entendre parler, donc ça ne concerne qu'une partie de la population. De même que la prime exceptionnelle, tous les employeurs ne la versent pas non plus, et ceux qui avaient la possibilité de le faire le faisaient déjà. Donc ça ne change rien, c'est juste des grands mots avec des jolis chiffres, mais dans le fond, il n'y a rien. Alors cette allocution présidentielle a été également l'occasion de lancer l'idée d'un grand débat national. Alors pour les Gilets jaunes qui réclamaient plus de démocratie, notamment avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne dont on parlera juste après, finalement c'est une bonne nouvelle. Ça aurait pu être une bonne nouvelle si effectivement les conditions avaient été mises en application comme précédemment annoncé, à savoir que ce serait dans chaque commune, que tous les citoyens pouvaient participer. Or, on s'aperçoit qu'il s'agit de cahiers de doléances qui ne sont pas forcément tenus dans toutes les mairies, que certains, ce sont des feuilles volantes mises en vrac dans des classeurs, et qu'au final, les grands débats ont lieu avec des politiciens, des associations, des syndicats, et absolument pas les citoyens qui pourtant sont eux dans la rue. Donc c'est encore des décisions qui vont être prises à l'encontre des citoyens et non pas pour les citoyens. Alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, quand il parle de ce grand débat national, il en parle notamment pour l'immigration. Il explique que c'est un sujet qui doit pouvoir être débattu dans le calme en France. Le tout, le jour même de la signature du pacte de Marrakech. Et quelques jours plus tard, on s'aperçoit que finalement, l'immigration, qui devait être un thème à part entière de ce grand débat national, a disparu et va être inclus dans un autre chapitre. Oui, ce sera le petit 5, le divers. Bon, en soi, l'immigration n'est pas le souci principal des Gilets jaunes. Le souci principal des Gilets jaunes, c'est de pouvoir vivre et non survivre, quel que soit notre niveau social ou notre catégorie sociale. Ça reste un autre problème, ça reste un problème davantage politique, et nous ne faisons pas de politique. Donc en soi, l'immigration ne nous concerne pas directement. Alors justement, on va voir que très rapidement, le gouvernement a voulu contenir les débats. On va regarder Benjamin Griveaux, qui est le porte-parole du gouvernement, il en parle. Le grand débat, ce n'est pas le grand déballage. Et il n'est pas question de revenir sur des avancées dans notre droit, que ce soit l'IVG, la peine de mort, si j'en crois, même s'il a eu un rétropédalage heureux. Le secrétaire général du Parti communiste français hier s'est sans doute un peu emballé. Le mariage pour tous ne sont pas sur la table. Ne sont pas sur la table. Ils appartiennent à nos valeurs communes. Ce sont des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Il n'est pas question de défaire par un grand débat national des avancées en droit qui ont été conquises de haute lutte ces 15, 20 ou 30 dernières années. Donc au final, on peut débattre, mais on ne peut pas débattre de tout. C'est ça. On discute, mais uniquement de ce dont on a le droit de discuter. En même temps, M. Griveaux essaye de faire peur en parlant de grands thèmes dramatiques comme l'IVG, le mariage pour tous, la peine de mort. Mais les citoyens, s'ils demandent le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, c'est pas pour ça. Enfin, c'est pas notre préoccupation principale. Notre préoccupation principale serait d'inscrire, par exemple, dans les textes, une revalorisation annuelle de l'AAH par rapport au taux de croissance. Enfin, ce sont des choses comme ça que les Français attendent. C'est de remettre effectivement l'ISF pour tous, enfin pour tous, pour ceux qui étaient soumis avant. C'est des choses comme ça que les Gilets jaunes attendent. C'est des mesures davantage de justice sociale et d'équité sociale. Ça n'a pas fait partie de nos préoccupations, le mariage pour tous ou autre, quand on a lancé l'idée du référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Ça s'est juste détourné de façon politique pour essayer de diaboliser ce que pourrait amener ce référendum et donc le pouvoir de parole au peuple.
En même temps, on a le sentiment que justement ce gouvernement a peur du peuple, puisque finalement lui donner la parole, c'est un risque. On ne peut pas lui laisser le choix de choisir ce qu'il souhaite sur le mariage pour tous, sur des sujets comme des sujets économiques, de pouvoir d'achat. On a l'impression qu'en fait, il faut vraiment restreindre un maximum les possibilités du peuple aujourd'hui pour ne pas mettre en péril le gouvernement. Alors, ce qui est paradoxal, puisque le gouvernement ne cesse de dire qu'il est la République et qu'il a été élu de façon démocratique. Si on en revient à la définition de République, res publica, ça veut dire la chose publique, et démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Donc le pouvoir par le peuple des choses publiques. Donc en l'occurrence, nous, les citoyens. Donc oui, il peut avoir peur, parce que le pouvoir, c'est à nous, il est à nous. Alors vous l'avez dit, ces déclarations visent souvent à diaboliser le mouvement des Gilets jaunes. Alors je vous propose de regarder un petit résumé de tous les propos qui vous ont été attribués depuis le début de cette manifestation. 8 morts. Est-ce que vous connaissez un autre contentieux social sur ces 30 dernières années qui a tué autant de personnes? Donc je le dis clairement, ça suffit. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de calme, il a besoin d'ordre, il a besoin de retrouver un fonctionnement normal. Si certains, une petite minorité, c'est quelques milliers de personnes pour l'ensemble du territoire français, veulent continuer à bloquer la vie économique, ils prennent une responsabilité très grave. Vous avez vu que notre croissance économique, nos emplois, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises pratiquent le chômage partiel parce qu'elles ne sont plus en mesure d'avoir une vie économique normale. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. Ce que je constate depuis ce matin à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus, ont été filmés. Alors raciste, homophobe, antisémite, et ils ont oublié dans ce petit reportage aussi complotiste. Oui, et puis sexiste aussi. Ça se voit. Complètement. Non, mais c'est très compliqué pour le gouvernement de ne pas nous diaboliser, parce que vis-à-vis de l'opinion publique, si on essaie de nous faire passer pour des radicaux et tout ce qui va avec, forcément nous sommes les grands méchants, mais non, les grands méchants, c'est le gouvernement qui, lui, ne veut pas plier, ne veut pas nous entendre. Les grands méchants, c'est le gouvernement qui envoie les forces de l'ordre, tête de la chair à canon, pour aller au contact des Gilets jaunes. C'est eux qui ne font pas ce qu'ils devraient faire et qui ne prennent pas leurs responsabilités. Nous les prenons. Nous ne sommes pas des Gaulois réfractaires ou autres. Le changement, on n'est pas contre, mais un bon changement. Un changement équitable et un changement de justice. Donc nous maintiendrons les caps que nous sommes fixés également, à savoir que les débordements qui ont lieu ne représentent même pas 1% des gilets jaunes présents, et que dans toute mobilisation, il y a des débordements. Après, on entendait parler, M. Griveaux, des 8 morts. Bon, depuis, c'est passé à 10. On rappellera quand même qu'en mai 68, quoi qu'on puisse en dire, il y a quand même eu 8 morts officiels attribués à cette mobilisation. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est la première mobilisation sociale où il y a des morts. Et c'est juste aberrant d'entendre autant de termes aussi durs vis-à-vis de son propre peuple, à savoir qu'il n'essaye pas de les comprendre et de tout de suite le stigmatiser comme appartenant à l'extrême droite. À toujours vouloir mettre une étiquette. Nous ne cessons de la rabâcher. Nous sommes apartisans et asyndicales. Les gilets jaunes sont de partout. On a même des anciens LREM, faut pas se leurrer. On en a qui ont voté Macron et qui ont été particulièrement déçus de sa politique. Donc nous ne suivons aucune lignée. Madame Le Pen peut dire ce qu'elle veut, Monsieur Mélenchon peut dire ce qu'il veut. Nous avons notre propre conscience. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. Si on n'a pas une étiquette collée, on ne rentre pas dans un moule et c'est quelque chose qui leur est complètement différent. Je pense qu'en maternelle, ils devaient être très très bons pour mettre les carrés avec les carrés, les ronds avec les ronds, mais dès qu'on leur a présenté un cône, ils ne devaient plus savoir quoi en faire. Alors on a vu un autre élément au fil des manifestations qui a servi, entre guillemets, la diabolisation, c'est le rejet des médias subventionnés. Alors comment ça s'explique ça ? Ça s'explique par le fait qu'on a vu beaucoup d'images qui ont été diffusées mais de façon tronquée.
On a eu des scènes, par exemple, qui ont été diffusées par donc un grand média français, avec sous-titré, voilà, les manifestants prennent des tables et des chaises pour aller construire des barricades. Sauf que quand on regarde la vidéo de A à Z, oui, il y a bien des manifestants qui prennent des chaises et des tables simplement pour aller les ranger derrière, pour protéger justement les restaurateurs des casses. On a eu également cette histoire des pavés qui avaient été enlevés, et puis, oh, mais à culpa, tout compte fait, ce sont des travaux. On en a eu plein comme ça, des petits morceaux qui sont sortis de leur contexte, juste une fois de plus pour diaboliser ce mouvement. Et nous exigeons que les médias refassent leur travail d'information. Et l'information, c'est une impartialité. C'est de dire la vérité et toute la vérité. C'est le travail du journaliste, c'est de comprendre et de rester objectif d'un côté ou de l'autre et de ne pas être à la solde d'une pensée. Alors justement, on pourrait se dire que pour faire son travail de journaliste correctement, il faut pouvoir aller au cœur de la manifestation. On a vu des propos très durs, notamment à l'égard de BFM. Pourquoi particulièrement BFM? C'est un symbole ou ils se sont adonnés eux-mêmes particulièrement à des images un petit peu manipulées? Alors, BFM, effectivement, fait partie des grands médias de diffusion continue. Donc, c'est suivi par énormément de Français qui, justement, ne font que suivre ce qu'ils disent. Et quand ils ont une image, là, récemment, l'histoire de notre affectueux boxeur, hein, c'est gentil comme terme, pendant 3 jours, hein, serait né pour diaboliser le mouvement sur une seule image. Donc maintenant, quand ils sont pris à partie, et je le déplore, hein, parce que nous, les premiers, on veut que tous les médias puissent participer, quelles que soient leurs opinions, mais qu'ils puissent venir. Maintenant, quand il ne s'agit que d'interviews et que c'est coupé derrière et qu'on en récupère que ce qui est intéressant dans ce qu'on a envie de montrer, eh ben, c'est là où commence la désinformation. Alors évidemment, on l'a évoqué déjà, il y a le volet des violences. Comme vous l'avez dit, beaucoup d'images ont circulé d'affrontements avec les forces de l'ordre. Évidemment, ce fut le cas de cet affrontement avec Christophe Détinger, donc l'ancien boxeur. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit penser de ces images et que faudrait-il penser si nous avions l'intégralité de ces images et de la situation? Alors, je n'étais pas présente ce samedi-là, puisque j'ai fait la manifestation des citoyennes Gilets jaunes le dimanche. De ce que j'ai pu en voir sur l'une des interventions de Christophe, la première fois, en fait, il venait en aide à une jeune femme qui était prise à partie par les forces de l'ordre, qui était tirée par les cheveux, et il a réagi de façon de défense. Voilà, il défendait une citoyenne, peu importe vis-à-vis de qui, il défendait une citoyenne. La deuxième vidéo, je ne sais pas dans quel contexte M. Détinger est intervenu. Moi, ce que je vois, c'est que quand les forces de l'ordre font des débordements, on dit qu'ils sont exténués, qu'ils sont fatigués, qu'ils craquent, que ce sont des êtres humains. À côté de ça, un citoyen, on ne lui accorde pas le droit de craquer et d'être un humain, alors qu'on nous dit que les forces de l'ordre sont justement mentalement stables pour ça, sont entraînées pour ça, pour endurer, etc. Nous ne le sommes pas. Et donc, à un moment, il y a des dérapages. C'est malheureux, mais il y a des dérapages aussi parce qu'à force de nous pousser à bout, on finit par répondre. On n'est pas dans l'attaque, on est dans la défense. Et c'est ça qu'ils ont aussi du mal à comprendre, les médias, et à faire passer, c'est que nous sommes dans la défense. Quand on voit le nombre de blessés par flashball, de personnes défigurées, des dizaines de personnes. Alors on nous parle de flashball qui est non létale. Elle est peut-être à ce jour non létale au niveau physique, mais elle est létale psychologiquement. On a des gens qui ont la mâchoire, qui ont été cassés en deux, qui vont devoir suivre des séances de psychothérapie pendant des années, qui ne s'en remettront peut-être jamais, des frais de chirurgie esthétique, qui ne retrouveront jamais une intégrité. Tout ça, on n'en parle pas. Et pour la plupart, pour plus de 95%, c'était des personnes qui étaient venues là de façon pacifique, qui n'étaient pas venues là pour aller au contact des forces de l'ordre, qui étaient juste venues là pour montrer un mécontentement social. Et voilà, elles se sont fait bousiller, excusez-moi du terme, leur vie. Et ça, on n'en parle pas. On parle du débordement sur les forces de l'ordre, mais on ne parle pas de toutes les conséquences qui sont aussi derrière, des centaines de blessés recensés à ce jour. Alors justement, on parle de dérapage de certaines forces de l'ordre, en l'occurrence un membre de la gendarmerie à Toulon, Alain Andrieux, peut-être Andrieux, c'est sûr, Didier Andrieux, pardonnez-moi, lui avait visiblement quelques comptes à régler ce jour-là, et pour autant on n'entend pas le gouvernement parler de ce personnage qui visiblement en plus a un grand palmarès. Oui, c'est un personnage déjà très controversé depuis 2007, hein, et il traîne déjà quelques dossiers derrière lui, mais il est toujours sur le terrain, alors que depuis 2007, même ses collègues demandaient ce qui est un suivi psychologique pour M. Andrieux, que je ne connais pas personnellement, donc après je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si c'est nécessaire ou pas. Maintenant, effectivement, le gouvernement ne condamne pas ça. Le gouvernement trouve des excuses.
à ça. Voilà, et s'il l'a fait, il croyait qu'il y avait un tesson de bouteille. Peut-être que si monsieur... excusez-moi, j'arrive Andrieux, pas... justement. Non, justement, notre Christophe... Castaner. Non plus, nos boxeurs. Détingé, on va y arriver. Merci, on va y arriver. Il y en a tellement. On ne lui accorde pas le bénéfice du doute qu'à un moment, lui aussi était dépassé par les événements. Donc d'un côté, on a un citoyen qui est à bout, qui veut se défendre et défendre son intégrité et l'intégrité des personnes présentes sur la manifestation, qui passe en comparution immédiate, même si refusé, qui reste en détention provisoire. Et à côté de ça, on a toujours quelqu'un qui est dans la rue, prêt à se défendre, prêt à craquer à tout moment sur des citoyens. Et là, le gouvernement, on attend. Il y a une justice en cours, on attend. Donc on sent bien, une fois de plus, une justice à deux vitesses. Alors justement, on a vu en début de semaine Édouard Philippe, le Premier ministre, évoquer toute une batterie de mesures sécuritaires prévues tout particulièrement pour les manifestations des Gilets jaunes. Avant de réagir, je vous propose de regarder une réaction de Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Le Premier ministre ne se préoccupe pas des trafiquants de drogue dans nos banlieues, de la racaille qui blesse les policiers toute l'année, et s'en préoccupe quand il s'agit de militants politiques des Gilets jaunes, ce qui est un peu un deux poids deux mesures. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je condamne toutes les violences. Mais je veux dire que 99,9% des policiers et gendarmes sont exemplaires et méritent notre soutien. Comme 99,9% des Gilets jaunes sont sincères et pacifiques. Et je n'aime pas la manière dont le gouvernement instrumentalise les quelques violences insoutenables, que je condamne, pour discréditer le mouvement populaire et pour, sombrer dans un autoritarisme dangereux. Parce que si Poutine faisait ça, eh bien je pense qu'on le critiquerait. Alors, de grâce, luttons contre les vrais casseurs, soyons impitoyables quand il y a de la violence, mais n'alimentons pas la violence. Alors justement, lutter contre les vrais casseurs, est-ce que quand vous êtes au sein des manifestations, vous avez l'impression que les forces de l'ordre luttent directement aussi contre les casseurs? Non, nous on les voit les casseurs, hein. On sait lesquels, on voit des parpaings, des parpaings, c'est un petit peu gros, mais des gros cailloux, des pavés, des grosses barricades ou autres qui jettent comme ça en masse, ou des vélos aussi, on a pu passer des vélos. Nous on les identifie. Comment se fait-ce que nous puissions les identifier, mais qu'ils ne soient pas arrêtés dans la foulée derrière. Après, il y a aussi tout un amalgame de faits, c'est-à-dire que, je réitère, samedi, je n'étais pas à la manifestation, mais j'ai eu beaucoup d'échos. Il y a eu un feu qui a été mis à un moment sur une péniche. Des gilets jaunes sont montés sur la péniche pour éteindre ce feu. Les forces de l'ordre présentes n'ont pas essayé de savoir pourquoi ils étaient là. Ils les ont gazés. Sans chercher à comprendre. Ils étaient sur une péniche en feu, on les a gazés, alors qu'ils venaient pour éteindre, pour sauvegarder aussi, sauvegarder tous ces biens. Un autre exemple, un CRS a pris justement un vélo, a été coincé par un vélo. Un gilet jaune est venu pour l'aider à se relever, à enlever le vélo, etc. Et c'est des membres des forces de l'ordre qui sont venus pour le matraquer, pensant qu'il le laissait au sol, alors qu'il venait l'aider. Donc on arrive dans un monde où on ne cherche plus à comprendre. Le gouvernement a dit d'aller au contact, les forces de l'ordre vont au contact. Donc une fois de plus, ce n'est pas les forces de l'ordre à qui nous faisons des reproches, c'est au gouvernement qui leur ordonne d'agir de la sorte. Donc ils agissent sans même plus essayer de savoir qui est en tort, qui n'est pas en tort. Nous sommes tous dans le même paquet. Après, on entend parler aussi de fichiers gilets jaunes. Ils n'arrivent déjà pas à traquer leurs fichiers. Alors, en l'occurrence, on parle de fichiers de casseurs. De casseurs. Fichiers casseurs, oui, mais alors pas dans le sein des gilets jaunes. C'est casseurs en général. Vous craignez ça au sein du mouvement, que finalement le fichier de casseurs au sein des manifestations de gilets jaunes se transforme en fichier de gilets jaunes? Pour l'instant, oui, c'est ce qu'on entend parler. À chaque fois qu'on se fait parquer, et si on veut, à chaque fois. Donc pour la deuxième fois où je me suis retrouvée parquée rue Royale, pour pouvoir sortir, il fallait donner notre pièce d'identité avec relevé d'identité et relevé du numéro de la pièce d'identité. Ma question, c'est pourquoi faire? Personne n'a été capable de me le dire. Donc on prend mon identité alors que je n'étais pas en manifestation. Nous n'étions pas en manifestation. Nous n'étions pas en gilet jaune. Nous n'étions pas en mobilisation. Nous ne scandions rien. Nous n'avions aucune revendication sociale à ce moment-là, si ce n'est que d'aller allumer des bougies pour témoigner de nos soutiens aux familles pour les gilets jaunes décédés ou blessés, que ensuite certains allaient se rendre au restaurant pour ceux qui n'étaient pas encore restaurés, et que nous avons été donc parqués et obligation de vérifier l'identité et noter l'identité. Pourquoi? Dans quelle fin? Nous, on n'a toujours pas de réponse.
Alors parmi les autres mesures que Édouard Philippe a annoncées, on a vu également la possibilité de punir les organisateurs des manifestations qui ne seraient pas autorisés par les préfectures. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Moi, je trouve ça magique de vouloir pénalement ou autre sanctionner les organisateurs. Il n'y a pas d'organisateurs. Les Gilets jaunes, il n'y a pas d'organisateurs, il n'y a pas de leader. Il y a des mouvements spontanés qui se créent. Voilà, qui restent spontanés. Quand il y a des manifestations déclarées, effectivement, il y a des organisateurs, mais dans ce cas-là, elles sont déclarées et donc sujet à réglementation. Si après, tout le monde est dans le bon droit, qu'on nous laisse manifester comme de droit, comme notre droit, qu'il n'y a pas de débordement outre mesure, il n'y a rien. Le reste, ce ne sont que des manifestations spontanées. Dire qu'un tel ou un tel appelle à un rassemblement à tel ou tel endroit, c'est donner quand même beaucoup de pouvoir à une seule personne. Vous avez des difficultés parfois à déposer des manifestations ? La dernière manifestation déclarée donc pour la manifestation de demain à Paris, on nous a même exigé que nous prenions une assurance pour la manifestation alors que ce n'est pas une obligation du tout. Donc là, nous sommes également aidés par de nombreux avocats bénévoles pour nous aider dans notre démarche. Donc les avocats se rendent bien compte effectivement que le système ne fonctionne pas bien et sont prêts à nous aider pour ça. Et oui, ils nous bloquent quand nous essayons même de faire les choses dans les règles. Ils exigent de nous que nous fassions les choses dans les règles. Quand on les fait dans les règles, ils essayent à nouveau de casser le mouvement. Et la semaine dernière, pour la mobilisation des citoyennes Gilets jaunes, une déclaration avait été faite à la préfecture de Paris pour aller de Bastille à Nation. La déclaration a été refusée, alors que normalement la déclaration ne peut être refusée que si effectivement il y a un concours de circonstances qui fait que dans le parcours il y a quelque chose de dangereux, etc. Mais dans ce cas-là, il faut proposer une alternative. La seule alternative, un danger de trouble à l'ordre public. Voilà, mais dans la mesure où c'est un encadrement et de ce fait en plus des citoyennes Gilets jaunes, vous voyez à quel point nous avons l'air virulentes et il faut se méfier de l'eau qui dort. Oui, il faut se méfier de l'eau qui dort, mais alors là pour le coup, elle dort beaucoup. On nous a proposé une position statique sur les Champs-Élysées sur un trottoir. Voilà, on demande une marche de Bastille à Nation, on nous propose une manifestation statique sur un trottoir aux Champs-Élysées. Donc on est vraiment complètement déconnectés. On sent bien qu'ils ne veulent pas nous, ils veulent pas nous voir, ils veulent nous écarter, ils veulent minorer notre pouvoir, notre masse, mais ils n'ont pas le choix, on est partout. Enfin, quand on regarde les lives et on remercie ceux qui font des lives et qu'on nous sort qu'on est 1000 ou 1500 sur Paris alors qu'on voit une colonne infernale de gilets jaunes qui ne cesse d'être déversée, faut arrêter de prendre les Français pour des idiots. Le problème, c'est que les médias dits officiels relayent ces chiffres et relayent juste quelques images qui vont en ce sens et n'utilisent pas les lives des personnes qui sont en direct, qui sont sur le terrain et qui vivent le terrain. Alors certains Gilets jaunes ont expliqué qu'ils avaient été empêchés parfois de rejoindre la capitale quand ils venaient de province. Ça, c'est fréquent, ça peut arriver ? C'est arrivé quasiment à chaque mobilisation. Il y a même eu des blocages de départ de train où les personnes ne pouvaient pas du tout prendre le train pour rejoindre la capitale, pourtant billets payés, tout ce qu'il fallait. Des cortèges de bus également, des autoroutes fermées. On en arrive à faire une logistique en disant venez la veille, on va essayer de trouver des logements sur place, ou si vous venez, restez en banlieue et prenez le train pour essayer de montrer qu'on est toujours là et non pas d'être toujours dans casser notre image de gilet jaune, qu'on est peu nombreux, que nous sommes une partie d'érudits. C'est juste inconcevable de la part d'un gouvernement qui ne se rend pas compte de la détresse du peuple et que surtout il veut l'étouffer. À ce jour, il y a quand même plus de 22 pays qui ont rejoint le mouvement des gilets jaunes. Donc c'est même plus un mouvement français, c'est un mouvement qui devient international. Et faire croire qu'en France il diminue, c'est faux. C'est faux. On a toujours énormément de soutien. Le soutien, ça ne veut pas dire forcément que celui qui est sur une manif, parce qu'on en a aussi qui ne peuvent pas venir en manifestation. Nous avons des personnes âgées qui sont en mobilité réduite, nous avons des personnes handicapées, ou des personnes, des femmes ou des pères isolés qui gardent des enfants et peuvent pas venir. C'est compliqué. Mais ça ne les empêche pas de soutenir et d'être présents par la pensée avec nous. Donc dire que nous sommes quelques milliers, nous sommes des dizaines de milliers, voire plus. Donc c'est de faire comme si nous n'étions rien. Et on en a marre d'être rien. Alors au moment d'enregistrer cette émission, on est à la veille de l'acte 9, donc cette émission sera diffusée en plein acte 9. Aujourd'hui, quel est l'espoir de cette mobilisation pour le 9e samedi de mobilisation justement ? Nous espérons que cette manifestation donc déclarée sera bien également suivie par la préfecture et que nous ne nous retrouverons pas à nouveau parqués
à droite, à gauche, divisés, subdivisés, de telle sorte à créer des affrontements, puisque à partir du moment où on divise, ce sont des minorités qui se retrouvent hors du cortège, et comme ils se retrouvent hors du cortège, et ils se retrouvent hors la loi, et ça crée des débordements des deux côtés. Donc nous, à ce jour, on a diffusé l'intégralité des routes à suivre, des chemins à suivre, et nous serons là pour appuyer en disant non, il y a une déclaration préfectorale, vous devez vous plier à la déclaration préfectorale, sinon c'est vous qui êtes hors la loi, et non pas nous. Vous nous avez exigé de nous qu'on soit dans les clous, à vous d'être dans les clous. Montrez-nous votre bonne foi. Alors là aussi, Édouard Philippe a annoncé 80 000 agents des forces de l'ordre mobilisés, 5 000 uniquement sur la capitale. Vous déplacez du monde en tous les cas. Oui, on déplace du monde, surtout que quand on va entendre les chiffres, on va certainement être que 2000, donc ça va être très rigolo aussi, de savoir qu'on aura 5000 forces de l'ordre pour 2000 manifestants. Donc à eux tous, rien qu'en les écoutant, ils ne sont pas crédibles. Quand on écoute le nombre de forces de l'ordre par rapport au nombre officiel de manifestants, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors là, on est à la 9e manifestation. On se demande aujourd'hui finalement ce qui pourra arrêter le mouvement des Gilets jaunes. Quelles revendications satisfaites pourraient finalement pousser les Gilets jaunes à rester chez eux et leur donner satisfaction de fait. À ce jour, les Gilets jaunes ont 4 revendications principales. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules, mais au moins 4 revendications principales. Donc la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, afin que le citoyen revienne au cœur de la société française et non pas juste un des attributs. Nous exigeons également une assemblée citoyenne pour pouvoir décider de ce qui va être passé, voté, avoir un droit consultatif dessus et pouvoir décider également, pas que consulter. Nous exigeons une baisse de la TVA sur tous les produits et services de première nécessité. Comme ça, ce sont toutes les classes qui seront concernées par ce pouvoir d'achat supplémentaire et en particulier la classe moyenne, puisque par défaut, c'est eux qui ont la plus grande capacité de dépenses, donc c'est eux qui vont pouvoir en bénéficier, puisqu'ils sont taxés absolument de partout, qui ne bénéficient d'aucune aide, au moins ils pourront consommer davantage. Je dirais que les classes laborieuses ou les classes au chômage, etc., qui eux ont déjà des revenus minimums, ça ne va pas impacter directement leur portefeuille, mais au moins ça donnera une chance aux classes moyennes de redevenir une classe moyenne. Et nous attendons également que le gouvernement commence à faire un effort de son côté et qu'on arrête les privilèges aux anciens hauts fonctionnaires actuels, à des salaires mirobolants, à Madame Joanneau qui a démissionné mais qui gardera quand même ses 12 mois de SMIC pour un mois de non-travail. Tous ces avantages-là, c'est juste inadmissible. Quand on voit que nous, on se décarcasse, on se serre la ceinture, que si je dois juste parler de moi, nous sommes donc le 10, le 11, je suis à moins de 200 € sur mon compte, j'ai 3 enfants à charge. Voilà, ça c'est la souffrance des Français au quotidien. Et à côté de ça, on a des collaborateurs de ministres dont les salaires sont doublés, qui sont quasiment à 10 000 €. Il faut arrêter un moment, il faut arrêter tout ça, et il faut redistribuer, il faut une justice sociale. Et la redistribution, elle commence par donner à ceux qui sont en bas de façon juste. Alors vous l'avez dit, les Gilets jaunes ont envie de revenir au cœur de la politique, au cœur de la cité, si je puis m'exprimer ainsi. On est à 4 mois des élections européennes. On a entendu à plusieurs reprises de la part de certains Gilets jaunes la volonté de voir constituer une liste pour ces élections européennes. Vous, de votre côté, je crois que vous êtes plus sceptique. Alors nous, au niveau du trio de tête, de ce qu'ils appellent les figures historiques, nous sommes effectivement contre une liste européenne de Gilets jaunes, parce que déjà on veut garder notre côté apartisan, que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, de tout parti, que les européennes ce n'est pas notre combat. Notre combat c'est la France, et qu'en plus ce serait jouer le jeu du gouvernement, puisque ce serait diviser davantage les autres petits partis qui pourraient avoir force en étant présents, quel que soit le parti en question, mais pourrait davantage bloquer le LREM. Ce serait jouer le jeu du gouvernement que de se présenter. Donc non, nous ne soutiendrons aucune liste de Gilets jaunes et nous voulons que les Gilets jaunes restent libres de leur vote ou de leur non-vote au moment des européennes. Eh bien, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Laetitia Doal. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette émission et puis laisser vos petits commentaires. Ça permet d'améliorer le référencement et donc de diffuser cette vidéo. À la semaine prochaine.